précocité et la prématurité. Nous, les pédiatres, nous aimons nous distinguer de nos collègues adultes en disant que l'enfant n'est pas un adulte en miniature, mais nous, les néonatologues, nous identifions par rapport aux autres pédiatres en disant que le nouveau-né n'est pas simplement un enfant en miniature et qu'il a ses propres spécificités. Une des préoccupations des parents, bien évidemment, c'est que va-t-il se passer après et est-ce qu'il aura des séquelles ? Alors bien évidemment, il peut y avoir des séquelles respiratoires, il peut y avoir des séquelles neurologiques, il peut y avoir des séquelles sensorielles, il peut y avoir des séquelles spécifiquement psychiatriques. Et nos collègues anglais ont démontré qu'à l'âge de 11 ans, des enfants très prématurés avaient 2 à 3 fois plus de troubles du spectre de l'autisme. Et puis il peut y avoir des séquelles développementales ou cognitives, c'est-à-dire les troubles de l'apprentissage. Les troubles de l'apprentissage touchent à peu près 20 à 25% des enfants nés à terme. Et ils touchent à peu près 40 à 50% des enfants prématurés, sans que l'on sache pourquoi. Et ce n'est pas forcément lié à l'âge gestationnel. J'ai le recul pour avoir suivi assez longtemps des enfants nés à 24 ou 25 semaines qui, à l'âge adulte, à 20 ans, 25 ans, n'ont aucune séquelle. Donc on peut très bien naître prématurément et n'avoir absolument aucune séquelle. Mais on peut naître à 34 semaines et avoir des séquelles importantes. Bien évidemment, tout le monde est impressionné par le risque cérébral et on sait qu'il y a des lésions cérébrales que l'on est capable de détecter très facilement depuis maintenant 1978, donc ça fait quelques années. On peut les déterminer, mais on n'est pas capable de faire le lien entre telle lésion anatomique, même importante, et le devenir de ces enfants. Pourquoi ? Parce que le cerveau a des capacités de récupération, ce que l'on appelle la plasticité cérébrale. C'est-à-dire que, normalement, dans le processus de développement du cerveau, dans lequel il existe des milliards de neurones, mais le cerveau n'a pas les capacités d'assurer la survie de ces milliards de neurones. Et certains se détruisent spontanément, c'est ce que l'on appelle l'apoptose. Et dans certaines circonstances, quand il y a des destructions neuronales, donc des phénomènes de nécrose, eh bien, cette apoptose se modifie, c'est-à-dire que des neurones qui étaient destinés à mourir spontanément ne meurent pas spontanément et peuvent ainsi induire des systèmes de réparation. Le problème, c'est que nous, les médecins, nous ne maîtrisons absolument pas ces processus. Donc nous sommes incapables de dire que cet enfant aura ou pas des possibilités de récupération. Et donc, les parents, bien évidemment, nous demandent qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que vous avez raison de poursuivre les soins ? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt s'orienter vers des soins palliatifs pour avoir suivi pendant de longues années des enfants très sévèrement handicapés, que ce soit sur le plan neurologique, moteur, que ce soit sur le plan comportemental ou peu importe, eh bien, ce n'est pas du tout ce qu'on imagine. C'est-à-dire qu'il y a des familles parfaitement heureuses, de la même façon que vous avez des enfants parfaitement sains qui sont tout à fait malheureux. Donc, il ne faut pas se dire « c'est insupportable » et donc il faut forcément prendre une décision de soins palliatifs. Donc ça, c'est une réflexion qui est philosophique, sociétale, et c'est une des difficultés majeures de notre métier. Et moi, je conclurai juste un truc que j'ai appris à dire aux parents, mais pas depuis très longtemps, donc je ne fais pas le malin, depuis 5 ans. Quand on annonce un diagnostic, que ce soit la déficience, que ce soit un trouble du spectre autistique, que ce soit un TDAH ou un trouble du neurodéveloppement, on peut leur dire, avec notre expérience, Olivier, je vous promets, un diagnostic n'est pas un destin. Et à partir du moment où les parents arrivent à s'approprier ça, eh bien, c'est évident que la résilience, ils la font en famille. Et si on leur dit, j'en ai vu qui étaient comme votre enfant, j'en ai vu qui étaient en plus grande difficulté que votre enfant et qui s'en sont sortis. Je ne vous dis pas qu'il va s'en sortir, on ne peut pas leur raconter des blagues. Mais ce que je vous dis, c'est que c'est possible et qu'à partir du moment où c'est possible, eh bien, il y a quelque chose qui se met en place. J'ai bien aimé aussi, d'ailleurs, je vais écouter ce que dit Bertrand Ravon tout à l'heure. Vous avez parlé de Kirikou. Alors, Kirikou, moi, j'aime beaucoup. Et ceux qui m'ont déjà entendu parler des enfants à haut potentiel, j'estime que Kirikou est un enfant à haut potentiel. Alors, je vais voir ce que vous allez dire sur son côté unbreakable, incassable.
mais il est aussi vulnérable. Il est tout petit, il est très malin, il est plein d'empathie, il veut sauver son village. Et la première chose qu'il dit à la sorcière, Karaba, c'est ça, la première chose qu'il lui dit, c'est « Pourquoi t'es méchante ?» J'ai bien aimé aussi ce que disait Christine Bidot. On ne peut pas travailler avec l'enfant en grande détresse, en situation de vulnérabilité, si on n'a pas une prise en charge transversale. Et on passe notre temps dans nos unités à travailler avec les assistants sociaux, à avoir des liens avec les juges des enfants. Une époque, moins maintenant, mais une époque, j'étais une fois par mois, je déjeunais avec tous les juges des enfants et on travaillait main dans la main et c'était précieux. Alors j'ai des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles. Donc la bonne nouvelle, la première, c'était qu'effectivement, à Lyon en particulier, vous avez la chance d'avoir un CHU, des CHR qui travaillent main dans la main la pédopsychiatrie, la psychologie et la pédiatrie, la neuropédiatrie et la néonatalité. Après, une petite mauvaise nouvelle, je ne sais pas si vous avez vu cette étude qui vient de sortir en juin 2023 sur l'état de santé mentale des 6-13 ans. Ben là, on a du boulot. Hein. On a tous du boulot, là, surtout les puères, les auxiliaires de puères, les médecins, les pédiatres. Les pédopsychiatres, 13% des 6-11 ans, c'est les enfants qui sont en primaire, ont un trouble psychique. Ça va du trouble oppositionnel au TDAH, au trouble de la régulation émotionnelle, c'est-à-dire l'anxiété et la dépression. 13%, c'est beaucoup. C'est déjà bien de les repérer, parce que si on les repère à temps, eh bien, on va être efficace. Mais néanmoins, on a un vrai challenge qu'il va falloir remonter tous ensemble. Parce que bien entendu, ces maladies, en particulier les troubles du neurodéveloppement, troubles du spectre autistique, les troubles d'apprentissage, le TDAH, c'est des troubles qu'on a à vie. À partir du moment où on dit TND, trouble du neurodéveloppement, on l'a pour toujours. Donc une maladie qu'on a pour toujours, un handicap qu'on a pour toujours, il va falloir faire avec. Une autre petite chose personnelle à transmettre aux parents, quand les parents disent « mais vous savez, quand il faut leur faire remplir le dossier MDPH », MDPH, maison de la personne handicapée, mon gamin qui ne sait pas lire, mon gamin qui a des problèmes d'interaction sociale, il est handicapé. Oui, il est handicapé. Alors moi, je le dis facilement parce que moi, je vivrais maintenant, j'aurais la MDPH, que je suis dyspraxique, je suis très maladroit, donc je fais très attention à tout ce que je touche. Si je renverse, c'est normal. Hein, et j'ai un trouble d'attention. Donc je dis aux parents, ben moi, j'aurais là actuellement une AVS, une AESH, si j'étais petit actuellement à l'école. Donc l'État me doit 20 ans d'AVS. Ben, en tout cas, bon, bref, je dis ça aux parents, mais surtout, je leur dis un autre truc. C'est que, et je vous conseille de lire un bouquin qui vient de sortir en juin 2023 de Michel Habib, qui était le spécialiste de la dyslexie, qui appelle ça le génie des 10. Et il dit, les enfants qui ont des gros troubles d'apprentissage, ils ont aussi quelque chose d'autre qui va bien. Parce que le cerveau, dans sa plasticité, il est bien fait. Quand il y a une région qui marche moins bien, il y en a une autre qui marche mieux. Et ça, c'est vachement intéressant. Et simplement pour conclure, leur dire, vous savez, l'origine du mot handicap, ben non. Là, c'était les cavaliers dans l'Angleterre du 18e qui étaient les meilleurs, avec un meilleur cheval. On lui disait, toi, pour que tout le monde soit à niveau, tu feras la course en tenant le cheval de la main droite et avec ta main gauche, tu tiendras ta casquette. Hand et cap. Et que derrière le mot handicap, il y a aussi quelque chose de positif. Alors, il y a une bonne nouvelle derrière. Ben, la bonne nouvelle, vous l'avez tous suivi, c'était les 1000 premiers jours, rapport qui a été déposé en septembre 2020 par Cyrulnik et 18 experts, et qui dit que les 1000 premiers jours, c'est-à-dire de la fin du premier trimestre de grossesse jusqu'à 2 ans, et puis on peut élargir les 1000 premiers jours jusqu'à 3 ans quand ils ont des troubles de neurodéveloppement, eh bien c'est là que se jouent beaucoup de choses. Si on tient mieux compte de ces 1000 premiers jours, on soit beaucoup plus efficace sur la santé à venir de nos enfants. Les 1000 premiers jours, ça veut dire que l'enfant est dans un état de vulnérabilité, mais à un moment clé de son développement. Et vous savez que dans les 1000 premiers jours, en tout cas au début, il n'y a pas de croissance aussi importante dans la suite de l'histoire. Il prend 2 cm par mois les 6 premiers mois. Le nombre de connexions nerveuses, c'est plusieurs milliers par minute dès que l'enfant va naître et dès que l'enfant paraît. Et bien entendu, c'est dépendant de la qualité de la stimulation de l'environnement. D'ailleurs, l'école d'Harvard avait déjà posé ses jalons il y a quelques années en disant les 3 piliers de la santé de l'enfant, c'est d'abord une alimentation saine, c'est un environnement physique et chimique de bonne qualité, donc éviter les accidents et éviter qu'ils soient dans un environnement toxique à tout point de vue. Et surtout, le plus important, c'est les premières interactions familiales. Cette relation de confiance. Relation de confiance, c'est quoi? Il faut que le bébé, pour qu'il aille bien, ait avec son premier caregiver, sa maman, son papa, sa nounou, sa grand-mère, une relation positive dans la mesure où le premier caregiver est, les 3 points sont fondamentaux, disponible, cohérent, prévisible. Et on voit bien, si vous voyez les bébés en permanence, j'ai eu 4 enfants, les petits-enfants, on voit bien que la disponibilité,
mais aussi la prévisibilité. Je sais que quand je reverrai maman ou papa ou ma nounou demain, elle aura la même tête. Et ça me rassure. Ça me permet de m'éloigner dans un premier temps et de revenir, quel que soit mon niveau, même si j'ai déjà un handicap, même si j'ai une grande prématurité. Disponibilité, prévisibilité, cohérence dans le comportement. Vous avez tous vu l'expérience du still face. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir sur Internet. On demande à une maman face à un bébé de 6 mois, c'était l'expérience de Brazelton, de se mettre face au bébé, de lui sourire, de jouer avec lui, d'avoir un échange avec le sourire, et puis à un moment de se tourner et de revenir avec un visage impassible. Moi, je l'ai fait avec mes 4 enfants, 10 ans de psychanalyse chacun derrière, parce que, honnêtement, l'expérience est terrible. Est terrible, c'est-à-dire qu'au bout de 2 minutes, le gamin qui essaye de réincarner sa maman, de la faire revivre, au bout d'un moment, il s'effondre. Quand le bébé a face à lui quelqu'un qui est imprévisible ou incohérent ou pas disponible, eh bien, il ne développe pas une relation de confiance dans l'autre. Or, la relation de confiance dans l'autre, elle est fondamentale pour développer la relation de confiance en soi. Donc, on a compris l'importance de ces théories d'attachement. Si le premier caregiver était disponible, cohérent, prévisible, j'aurais un système d'attachement sécure. Je peux m'éloigner et revenir. Je vais pleurer au début quand je m'éloigne, mais je sais que je pourrai revenir et retrouver cette figure d'attachement. Donc il va falloir faire cette médecine 4P, prédictive, grâce à la génétique. Attention, cet enfant a un risque de diabète, cet enfant a un risque d'obésité, cet enfant a un risque d'hyperactivité. Préventive, personnalisée et participative. On peut ajouter un 5e P, et vous êtes tous là pour le prouver. Elle sera aussi paramédicale, car on ne pourra pas se passer des paramédicaux dans les années à venir. Ça répond à un adage qui est très simple. C'est tellement plus facile, économique, gratifiant de fabriquer un enfant solide plutôt que de réparer un adulte brisé. Autre question, l'enfant étant vulnérable par essence, à quel moment cette vulnérabilité devient-elle un obstacle à son épanouissement et à son développement? Étant donné que tous les professionnels de l'enfance, que ce soit en néonatologie ou au-delà, sont conscients de cette vulnérabilité, donc il y a d'une part des mesures de prévention pour limiter un certain nombre de choses, et il y a une prise en charge d'emblée. Donc mon impression ou mon interprétation est que cette vulnérabilité ne devrait plus être un obstacle à l'épanouissement de chaque enfant. Cette vulnérabilité peut même être une chance, une force. Je disais récemment encore à une patiente, eh bien oui, t'en as bavé depuis toujours avec l'école, ta dyslexie, ta dyspraxie, tes problèmes d'attention, mais je pense que tu es mieux armé pour affronter la suite que ceux qui n'ont rien eu. Et comme ils aiment bien les métaphores, les enfants du 21e siècle, je lui ai dit une mer, M-E-R, facile, n'a jamais fait un bon marin. C'est-à-dire quelqu'un qui a appris à naviguer sur le lac d'Annecy, il ne fera pas une transat. Toi, tu as eu avis de tempête depuis toujours, donc c'est plus compliqué. Et puis je dirais une dernière chose, qu'il y avait quelque chose d'assez pertinent dans la question, à quel moment finalement ça devient pathologique et il faut intervenir. Moi, j'ai une règle qui est très simple, c'est OK, votre enfant, il est vulnérable au niveau des apprentissages, vulnérable au niveau de ses interactions sociales, mais est-ce que ça le pénalise dans un des 3 éléments qui font le trépied de l'organisation de la personnalité, c'est-à-dire la vie sociale, la vie familiale, la vie scolaire? OK, il est fragile, mais est-ce qu'il s'en sort à l'école? Oui, il s'en sort à l'école parce qu'il a des aménagements à l'école. Est-ce qu'il est invité ou pas invité aux anniversaires? Oui, il est invité. C'est compliqué pour lui d'y aller, mais il y va. Enfin, est-ce qu'à la maison, ça pose un problème? Ça nous demande beaucoup de travail, on le fait travailler, mais c'est aussi un bon moment. À partir du moment où ces 3 éléments du trépied, du tabouret sur lequel va se reposer la personnalité fonctionnent, il n'est pas en difficulté. À partir du moment où un de ces éléments est en difficulté, ça vaudra la peine d'intervenir et de demander un avis psychologique ou pédopsychiatrique. Vous parlez de fragilité. Est-ce que vous faites une distinction entre vulnérabilité et fragilité de l'enfant? La vulnérabilité, c'est ce qui nous prédispose à être fragile, mais la vulnérabilité n'entraîne pas forcément une fragilité si elle a été comprise à temps et si on a mis en place ce qu'il fallait. Alors, quelles seraient vos préconisations pratiques pour les personnels soignants pour prévenir et lutter contre la vulnérabilité de l'enfant? D'abord, s'occuper de soi. Et je suis assez frappé actuellement dans mon équipe, comme autour de nous, dans les médecins, comme il y a des souffrances psychiques. Et comment aller soigner des gens si nous-mêmes, on ne s'est pas occupé de nous? Je reviens juste là, j'étais en avion et cette métaphore me marque quand l'hôtesse dans l'avion vous dit en cas de dépressurisation, il y a des masques qui tombent, mettez-le d'abord sur vous. Parce que si vous pensez à le mettre d'abord sur l'autre et que vous perdez connaissance, c'est pas bien. Donc voilà, ma première partie de réponse, c'est ça, c'est s'occuper de soi. Ce qu'on n'a pas beaucoup fait depuis quelques années. La vulnérabilité, on ne peut pas la prévenir. Elle est intrinsèque. Du fait de son état personnel, il y a une vulnérabilité.
Et donc, le rôle du personnel soignant, c'est d'avoir acquis la formation, les compétences nécessaires pour faire au mieux avec la situation particulière de chaque enfant. C'est un vœu pieux, certes, on peut imaginer plein d'objections à ce que je vais dire, mais c'est ça, la réflexion que ça m'inspire, c'est le développement des compétences. Chaque travail est tout aussi gratifiant, il y en a probablement des plus agréables que d'autres. Il n'y a pas un travail qui est meilleur à mes yeux qu'un autre. Simplement, quand on est confronté à la vie et à la mort, et à l'impact que ce que nous faisons en période néonatale peut avoir sur la vie ultérieure, nous avons, dans le métier que nous avons choisi, une exigence particulière. Parce que si vous vous trompez en mettant un joint, bon, d'accord, il y aura une inondation, c'est un petit peu embêtant, mais c'est réparable. Si parce que nous faisons mal, par manque de compétences, par manque de formation, là, les conséquences sont très importantes. Donc c'est notre devoir, c'est dans le code de déontologie, c'est le serment d'Hippocrate, c'est de se mettre à jour de nos compétences pour, avec les connaissances du moment, faire au mieux. Merci beaucoup et merci à vous.